Chers amis, bonjour, ici Cédric Esserméan et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast de 0 à 100K, euh, dans lequel je continue de vous partager toutes les étapes qui sont les miennes dans ce redémarrage d'activité de zéro. Donc dans mon cas, l'idée c'est de démarrer, moi qui ai une expérience plutôt carrément en France, un peu au Canada, c'est vrai, j'ai eu une entreprise canadienne. Mais là, l'idée, c'est de démarrer une entreprise de zéro aux États-Unis en anglais, un endroit où je suis absolument pas connu. Et je vous partage au fur et à mesure de ces épisodes de podcast les différentes étapes que je traverse, notamment dans ce cas. En ce moment, plutôt, les 3 premiers épisodes, on en est là, c'est poser les bonnes fondations. Quels sont les éléments préparatoires pour être certain que lorsqu'on passe la première et qu'on enclenche l'accélérateur, eh bien, on est dans la bonne direction, en train de faire les bonnes choses. Oh, on dirait que j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. J'espère que ça va tenir tout du long de l'épisode. Épisode numéro 3 aujourd'hui, définir son activité. Je vais vous partager 4 points aujourd'hui. Et ces 4 points ont pour mission de vous permettre de sortir du brouillard et de clarifier de façon assez nette, c'est-à-dire vraiment de savoir exactement définir ce que vous faites de manière à non seulement être très au clair sur votre pratique, mais aussi comment communiquer clairement sur ce que vous faites de manière à ce que les gens se disent « Waouh, ça c'est sexy, ça me plaît ». Et on va donc parcourir 4 étapes, mais je vais rajouter aussi un avertissement. Cet avertissement a vraiment pour intérêt, pour finalité, de faire que vous ne gâchiez pas les 4 premiers éléments en évitant cette fameuse erreur que j'ai fait tellement de fois et encore récemment. Je me posais la question, comment est-ce que je suis sûr de ne pas tomber dans ce piège-là? Donc, c'est vraiment un avertissement pour éviter de tomber dans un piège. Donc, il y a 4 éléments. Je vous parle de ces 4 éléments et après on enchaîne. Donc le premier élément, ça va vraiment être ce que je fais. Donc moi, vous, c'est définir ce que je fais. L'idée, c'est d'expliciter la nature de votre activité. On commence par là parce que c'est le plus simple. C'est pas ce sur quoi vous allez vraiment communiquer, mais c'est important de savoir exactement à l'endroit où vous êtes et vous pourriez vous dire, je sais déjà ce que je fais. Laissez-moi vous poser 3 questions qui vont vous permettre d'être sûr et certain de savoir vraiment ce que vous faites. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est qui ça concerne. Qui est-ce que ça concerne, ce que vous faites? Le qui ça concerne, ça va être de définir clairement à qui s'adressent vos produits ou services. Le troisième point, ça va être le problème que ça résout. Vous devez absolument être conscient et communiquer à cet endroit-là aussi sur le problème qui est résolu par votre activité. Il y a un piège dans lequel tombent 98% des praticiens, thérapeutes, coachs, consultants que je vois démarrer sur le marché. Et ce piège est résolu par ce troisième point. Vous verrez qu'il y a un endroit où on essaye de ne pas se tromper pour éviter de perdre des mois, des années, de l'argent à se demander c'est quoi mon problème, alors qu'en fait c'est juste une question de communication. Quatrième point, c'est la valeur qu'apporte ce que vous faites. La valeur doit être, là encore, hyper explicite. Ça va vous permettre, là encore, de pouvoir communiquer de moins communiquer avec beaucoup plus de résultats. On va gagner en efficience à cet endroit-là, c'est-à-dire que vous allez dépenser moins de ressources pour le même résultat, ou alors avec les mêmes ressources avoir plus de résultats. Donc c'est vraiment la communication efficiente, elle se trouve ici. Et puis comme je vous disais, je vous partagerai un avertissement en fin de podcast parce que c'est vraiment une erreur. Vous voulez pas faire cette erreur-là pour éviter de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, rappelez-vous, j'ai mis 12 années à déclencher des résultats dans mon activité professionnelle. 12 ans, c'est très très long à perdre de l'argent, à faire des erreurs
dans tous les sens. Je fais toujours des erreurs, hein, rassurez-vous, mais je vais vous éviter de perdre tout ce temps-là. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est définir ce que je fais. Alors, ce que vous faites, il y a aussi comment vous le faites. Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle typiquement la livraison. C'est une fois que j'ai vendu, je dois livrer ce que j'ai vendu. Que ce soit un produit ou un service, je dois livrer ce que j'ai vendu. Il y a vraiment 3 questions sur lesquelles je vais vous inviter à prendre quelques instants à vous poser. Vous pouvez faire ça en direct. Vous pouvez mettre pause sur ce podcast et y réfléchir ou y revenir plus tard après avoir noté. Mais en tout état de cause, je vous invite vraiment à revenir sur ce point-là. C'est est-ce que ce que je fais est aligné à moi, à mon système de valeurs morales, à ma façon de travailler, à mon rythme, à qui je suis. Cette notion d'alignement, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre, là encore, de l'efficience, c'est-à-dire moins d'énergie dépensée et plus de résultats. Si vous êtes en train d'agir de façon non alignée, vous allez tomber dans un piège où malheureusement il y a une merveilleuse citation, c'est Julien Musi qui me l'a partagée et je me souviens plus qui est l'auteur de cette citation, j'ai mangé son nom, mais en gros la citation dit « Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être est condamnée à s'autodétruire. » Toute structure, organisme vivant, mais ça marche aussi avec une organisation entrepreneuriale ou peu importe. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être est condamnée à s'autodétruire. Il est nécessaire que vous soyez aligné. Sinon, vous allez devenir comme tous ces gens qui ont du succès au prix, au sacrifice de leur santé, de leur famille, de leur temps. Donc des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont reconnus, qui ont un statut, mais qui sont malheureux comme des pierres, malades, seuls, dans des familles détruites parce que leur femme s'est barrée, ils ne parlent plus à leurs enfants, ce genre de trucs. Et évidemment, si on est là, vous et moi, en ce moment, c'est que vous ne voulez absolument pas ça. Donc, la notion de l'alignement est indispensable. Je vais vous donner une ressource dans 2 minutes pour savoir comment savoir si ce que je fais est aligné à moi. Le deuxième point dans ce que je fais, c'est est-ce que ça me nourrit ? Ça me nourrit, ça veut dire est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me recharge ? Est-ce que c'est une activité, quand j'ai terminé, je me sens mieux que quand j'ai commencé ? C'est un argument, un critère. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est un critère qui pour moi est hyper important. Aujourd'hui, c'est non négociable pour moi. Si ça me vide, je ne fais pas. Je me démerde pour faire autrement. Je trouve quelqu'un qui est meilleur que moi. Je trouve quelqu'un que ça nourrit de faire ça. Par exemple, très souvent les entrepreneurs au niveau administratif et comptabilité, c'est pas tellement ça leur truc. En général, un entrepreneur, c'est quelqu'un de créatif il y a un côté artisanal si tu veux. La compta et l'administratif, ça les nourrit pas. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent structurer, organiser, compter, ranger. Donner ce qui vous vide à des gens, c'est de la nourriture pour les gens que ça nourrit ça. Donc, vous trompez pas à cet endroit-là. Le troisième point dans ce que je fais qui pour moi est important, c'est est-ce que c'est écologique ? Alors vous allez me dire, est-ce que ça répond pas un petit peu, est-ce que ça c'est pas un peu redondant aux 2 points d'avant ? Pour moi, ce qui est écologique, c'est en termes de rythme. Il n'est pas nécessaire de se lever à 5 heures du mat pour commencer à bosser jusqu'à 23 heures. Si vous êtes en mesure de trouver votre rythme de travail, est-ce que c'est mieux pour vous de bosser tôt le matin, en fin de matinée, en début d'après-midi, tard le soir, la nuit ? Est-ce que c'est mieux pour vous de bosser des blocs de 4 heures ou de bosser des blocs de 1 demi-heure ? Vous allez le savoir par l'expérience, mais si vous respectez votre rythme, si vous respectez ce qui est écologique pour vous, ça va vous permettre de maintenir un rythme efficient tout du long de votre carrière entrepreneuriale. Parce que du coup, votre carrière entrepreneuriale, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc si vous attaquez un marathon à la vitesse d'un sprint, eh ben, au bout de 100, 200, 300 mètres, vous êtes ruiné et vous pouvez plus aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui finissent en burn-out parce qu'ils se laissent partir dans quelque chose qui n'est pas écologique pour eux. Et à un moment donné, ça me semble indispensable de respecter ça. Vous trouverez beaucoup plus de profondeur sur ce thème-là dans toute la partie des talents, où on détaille quels sont mes talents dans l'épisode 2 de ce podcast. Vous retrouverez vraiment, dans cet épisode 2, il y a tout un
il y a 3 chapitres, il y en a un qui est spécialement dédié sur comment définir mes talents. Moi, ce que je vous invite à, bon, non seulement à aller voir cet épisode-là, mais il y a un truc qui est hyper important ici, c'est que dans ce que vous faites, ce que vous faites doit produire des résultats élevés. Je crois qu'à l'époque qui est la nôtre, on entend beaucoup dire que le marché a changé, que les gens n'achètent plus, etc. C'est simplement que, c'est pas que les gens n'achètent plus, c'est que les gens sont devenus exigeants. Vous-même, vous êtes devenu beaucoup plus exigeant dans les accompagnements que vous achetez, les programmes que vous suivez, etc. Parce que justement, vous avez suffisamment consommé de contenu qui était creux, qui était vide, vous avez acheté des choses, vous avez mis beaucoup d'argent, et puis au final, vous êtes hyper déçu. Je crois que en tant que professionnel, on a tous besoin de rehausser la barre et de produire des résultats élevés. C'est le meilleur moyen de satisfaire nos clients et de contribuer à changer le monde ou améliorer le monde, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, des résultats élevés, ça doit être une quête d'excellence. En tout cas, je vous invite à aller dans cette direction-là. Ok, super. Donc ça, c'était le premier point, ce que je fais. Point numéro 2, c'est qui ça concerne. Qui ça concerne va vous permettre de clarifier exactement à qui vous vous adressez. Le problème numéro 1, le défaut numéro 1 de tous les entrepreneurs, et je suis encore passé par là, puisque j'ai moi aussi été débutant, donc je crois que c'est normal d'être un débutant quand on débute. Sur ma première société, vraiment... vraiment sur la première, parce que la deuxième, j'avais vraiment défini une cible client particulière, mais sur la première, c'était toutes les associations sportives, genre 350 000 organisations sur la France, ou je sais plus combien ils étaient, ou 100 000, enfin c'était considérable. Vous ne voulez pas travailler avec tout le monde. Donc, qui ça concerne exactement versus travailler avec tout le monde? Parce que si vous travaillez avec tout le monde, vous travaillez avec personne. Si vous communiquez à qui veut bien, dans le sens de qui va bien vouloir acheter mes services, en fait, il n'y a personne qui va se sentir concerné par ce que vous faites. Donc, vous avez besoin de casser la croyance que vous cherchez à bosser avec tout le monde, ça vous donnera plus de chances de travailler avec des gens. C'est totalement faux. J'ai eu vraiment cette croyance au début. Je me disais, voilà, sur toutes ces associations qui sont disponibles dans la première société, si je travaille avec 1% des gens, c'est déjà considérable. C'est ridicule comme réflexion. Pourtant, c'était la mienne. Et c'est celle de plein de gens. On est 65 millions en France, on est X millions dans mon pays. Si je travaille avec juste 1% des gens, c'est totalement ridicule de réfléchir comme ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez besoin dans votre communication d'adresser une cible précise, d'adresser un problème qui est résolu, d'adresser de la valeur apportée. Ça va être les 2 points d'après. Mais vous ne pouvez résoudre le problème précis de quelqu'un que si vous savez à qui vous parlez. Parce que quelqu'un qui a mal aux pieds, quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a mal au ventre, c'est pas le même traitement. Chez le médecin, il n'a pas un médicament qui va à tout le monde. Vous allez chez le médecin, pour reprendre cette analogie, il va, en fonction de vous, vous donner pile ce qui est pour vous. L'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas un généraliste. Vous avez probablement une spécialité. Et cette spécialité s'adresse à des gens qui ont un certain profil. Donc, choisissez soigneusement et n'ayez pas peur d'être exigeant parce qu'il y a un truc magique ici, c'est que ça polarise. Quand vous définissez spécifiquement avec qui vous voulez travailler, ça va repousser les gens avec qui vous ne voulez pas travailler et ça va magnétiser ceux avec qui vous voulez travailler parce qu'ils vont se dire « Waouh, mais c'est à moi que ce message s'adresse. » Tu vois? Donc, ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est que... non, mais c'est ça. C'est ça. C'était le point. Si votre cible est précise, vous allez polariser votre audience. Et le tri va se faire tout seul. Vous n'aurez pas à trier vos clients de « Ah, ça c'est les clients que je veux pas ». Plus vous êtes précis, donc c'est-à-dire un client qui a telle problématique, mais aussi qui a tel état d'esprit. Parce que vous voulez probablement pas un client qui a des problèmes et qui vient en gémissant, se plaindre pour que vous le sauviez. Comme ça, vous allez vraiment jouer le rôle du sauveur et tomber dans le triangle de Karpman. Vous voulez probablement pas ça. Donc, vous savez que vous voulez des clients qui ont une problématique, certes, mais qui sont prêts à payer pour une solution, à s'impliquer dans un processus de transformation, etc. etc. Voilà, c'est un exemple pour les praticiens. Si vous vendez, je ne sais pas,
du financement, du crédit, du financement immobilier par exemple. Vous voulez des gens qui sont ouverts à des nouvelles solutions, des gens qui soient agréables et aimables pour bosser avec vous, des gens qui soient respectueux de votre temps et de vos efforts. Bref, vous avez certainement une cible de client assez précis, un client idéal, un client chouchou, comme le dit mon ami Zara. C'est vraiment un excellent point où commencer. Ensuite, adresser troisièmement le problème que ça résout. Si vous ne résolvez pas de problème, vous n'avez pas de business. Que ça soit extrêmement clair. Si vous ne résolvez pas de problème, vous n'avez pas de business. Les gens payent pour avoir une solution à un problème donné. Une douleur quelque part, comprendre un blocage de quelque chose, ne pas arriver à développer son activité professionnelle, pour reprendre un exemple qui peut-être vous concerne. Je reprends l'histoire du financement d'immobilier, c'est je ne sais pas où emprunter ou comment, je ne suis pas certain des montants, etc. Et pourtant, il y a un enjeu pour moi parce qu'on va avoir un bébé en plus, il nous faut un nouveau logement avec une chambre supplémentaire et il est temps de trouver un bien dans les mois qui viennent. Donc, il y a un problème qui est présent. On peut dire une douleur, une souffrance, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui nécessite d'être résolu. Les gens sont prêts à mettre de l'argent pour résoudre ce problème. C'est le point le plus important ici. Et je viens de le dire. C'est qu'il y a non seulement une douleur, mais il y a aussi de l'argent qui est prêt à être dépensé pour ça. Si vous ne ciblez que une douleur et que vous ne vous assurez pas que c'est un endroit où les gens sont prêts à payer pour, vous n'êtes pas en train d'adresser un marché, vous êtes en train d'adresser une cible qui a des besoins, mais c'est pas un marché. S'il n'y a pas d'argent, c'est pas un marché. Vous avez une entreprise qui doit gagner de l'argent. Donc là, je vous invite à vous référer à nouveau l'épisode 2 de ce podcast et la partie qui s'appelle Choisir un marché. Parce que si vous sautez cette étape, eh bien, vous allez juste vous retrouver à travailler et à ne pas gagner d'argent. Et vous ne voulez pas faire ça. Donc, vous devez résoudre un problème. Ça doit être extrêmement clair dans votre esprit. Ce problème doit être relativement spécifique et précis. Parce que personne ne veut travailler avec un généraliste. Les gens veulent travailler avec des spécialistes de leurs problèmes. Par exemple, si j'ai une appendicite, je ne vais pas aller voir un orthodontiste. Je vais aller voir un chirurgien spécialisé dans ce truc-là, dans la partie, je ne sais pas comment ça s'appelle en termes médicaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas aller prendre un chirurgien du cœur, je vais aller prendre un chirurgien des intestins ou quelque chose comme ça. Il y a probablement un nom à cette spécialité, vous pourrez me le mettre en commentaire si vous le connaissez. Moi, je ne le connais pas. Donc, soyez extrêmement clair sur le problème qui est résolu par ce que vous faites. Ensuite, une fois que vous êtes au clair sur le problème qui est résolu, quatrièmement, on va sur la valeur que vous apportez. La valeur que ça apporte, votre activité. Cette valeur-là, en fait, elle va se définir comme un bénéfice à deux endroits. À court terme et à long terme. À court terme, c'est un désir. C'est clairement l'étape juste après avoir bossé avec vous que les gens veulent trouver. Mais, si vous voulez vraiment avoir une activité pérenne, vous devez aussi voir la trajectoire à long terme en termes de bénéfices lorsque les gens vont travailler avec vous. Et là, ici, c'est ce qu'on va appeler les aspirations. Les aspirations, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, après avoir travaillé avec vous, peut-être plus longtemps, ou après avoir travaillé avec vous et, je ne sais pas, vous résolvez la question, le besoin de votre client et sa demande en quelques mois, et puis 2 ans plus tard, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de vivre grâce au point de bascule que vous avez rendu possible avec ce que vous faites. C'est hyper intéressant d'avoir les deux, c'est-à-dire, cher client, cher prospect, voilà ce qu'on va vivre ensemble, ce que vous allez vivre vous juste après avoir travaillé avec moi, voilà ce qu'on va aller chercher ensemble, et dans 1 an, dans 2 ans, votre vie ressemblera à ça. Ça leur permet de se projeter sur une nouvelle trajectoire de vie, et pas juste sur un épisode où il y a une espèce de pic de satisfaction, et dans 2 ou 3 mois, ils sont retournés dans une vie qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est vraiment important, je crois, de communiquer à l'endroit où vous voulez
créer de la valeur à court terme et à long terme. Ça va considérablement augmenter ce qu'on appelle la valeur perçue et ça va vous permettre de pratiquer des prix plus élevés ou alors de vendre plus facilement si vous gardez les mêmes prix. Dernier point, il y a un truc sur la valeur que je trouve vraiment intéressant, sur ce quatrième point qui est la valeur que vous apportez, c'est l'expérience, c'est-à-dire ce que les gens vont vivre pendant la livraison du service ou l'utilisation du produit. Cette notion d'expérience, elle est vraiment hyper importante. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la notion d'expérience client. L'expérience client commence déjà en étant prospect, donc avant même d'être client, l'expérience client, elle commence. Vous pouvez chouchouter vos clients. Vraiment, je vous encourage à chouchouter vos clients le plus possible plutôt que de faire du volume et de l'abattage. Personne ne veut être traité comme un numéro. Les gens veulent être simplement considérés et reconnus. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. S'ils se sentent considérés et reconnus comme des individus ayant de la valeur, vous avez gagné. C'est ici, de toute mon expérience, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en association. La clé de motivation des bénévoles, c'est la considération et la reconnaissance. Si vous donnez de la considération et de la reconnaissance à vos prospects et à vos clients, les gens vont vous aimer, ils seront heureux d'avoir bossé avec vous, ils vont vous recommander, etc. Donc vraiment, je vous invite à considérer que cette notion d'expérience est hyper importante. Voilà maintenant l'avertissement que je crois que vous devriez tenir compte. Tout cela, ces 4 points. Donc on a vu les 4 points, c'est ce que je fais, qui ça concerne, le problème que ça résout et la valeur que ça apporte. Ces 4 points-là, je vous invite à utiliser ces points pour communiquer. Donc pour dire ce que vous faites, pour expliquer, etc. Mais certainement pas, voire jamais, pour vendre. Là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, Cédric, on est censé gagner de l'argent. Oui, mais si vous communiquez pour vendre, les gens vont le sentir. Communiquez pour communiquer pour amener de la valeur, communiquer pour partager ce que vous faites qui est génial, mais ne communiquez pas pour vendre parce que c'est comme si vous mettiez du sel dans votre yaourt. Les gens vont goûter, ils vont faire « Oh, c'est dégueulasse !» Ça se voit pas. Du sel dans du yaourt, le sel, ça se confond avec le sucre. Je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé. J'étais à la cantine, je devais être en 5e ou en 6e au collège. Et je vais à la cantine, je prends un yaourt et puis je me dis mais il n'y a pas de sucre, etc. Et je vais chercher partout, je trouve pas de sachet. Puis j'étais trop timide quand j'étais vraiment gamin, j'étais vraiment timide, donc je demande pas. Et puis je vois des sachets blancs là-bas, donc je cherche pas à comprendre. Je prends 2 sachets blancs. À la fin de mon repas, j'ouvre mon yaourt, je verse mes 2 sachets blancs dans mon truc, je mélange. J'avais salé mon yaourt. Il était déjà sucré en fait. C'était un yaourt qui avait déjà du sucre dedans. Ça, j'avais pas vu, j'avais pas lu sur le truc. J'ai foutu du sel en croyant mettre du sucre. C'était dégueulasse. Essayez de saler votre yaourt un jour, faites-le une fois, même juste dans une cuillère, et vous vous souviendrez toute votre vie ce que ça veut dire de communiquer pour vendre. C'est dégueulasse. Et les gens le sentent. Quand vous communiquez en vous disant « si je communique, j'envoie ce message parce que je veux que quelqu'un achète », vous avez perdu. Le meilleur exemple actuel que je peux vous donner à cet endroit-là, c'est que le podcast que vous écoutez, que vous êtes peut-être en train de regarder, parce qu'il y a une version audio et il y a une version vidéo. La version vidéo qui sort en juillet 2023, cette version vidéo va aussi se retrouver sur les plateformes de podcast audio. Simplement parce que je veux aller toucher des gens qui consomment des podcasts audio et qui sont saoulés d'écouter des podcasts sur YouTube parce qu'il y a de la pub, parce que je peux pas éteindre mon téléphone pendant que je peux pas quitter l'application pendant que j'écoute YouTube. Donc, si j'écoute mon podcast sans vraiment regarder la vidéo, il y a un certain nombre de limites. Et là, en l'occurrence, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas dans les plateformes de podcast. Donc, l'idée, c'est vraiment de publier ces contenus, mais certainement pas pour leur vendre un truc demain. C'est pour commencer à bâtir une relation, pour dire « Hey, voilà ce que je fais, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous amener de la valeur, voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, voilà à qui je m'adresse. » Et on verra plus tard. Là, je vous invite à revenir au premier épisode où je parlais de cette analogie avec la séduction du couple. C'est tout le premier épisode, tout le podcast numéro 1 est orienté là-dessus. Donc, je ne peux que vous encourager à aller écouter l'épisode numéro 1 de ce côté-là. Ok, je ne vais pas aller plus loin parce que ce podcast est déjà à 24 minutes, donc je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain épisode, donc l'épisode 4,
il sera question de j'ai déjà oublié, de communiquer les secrets de la com qui vend. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment le secret de la communication qui vend. Ça va être l'épisode numéro 4. Donc, je vous dis à très bientôt. Ce que j'espère, c'est que tout ça vous a plu, vous a parlé. Laissez-moi un commentaire à côté de ce podcast si vous avez la possibilité de le faire. Je ne connais pas encore toutes les plateformes, mais ça me fera grand plaisir d'avoir votre retour, votre feedback. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui a été une prise de conscience pour vous? Appliquez soigneusement ces 4 étapes. Prenez en compte l'avertissement et je peux vous assurer, votre communication va gagner en puissance, va gagner en magnétisme. Et n'oubliez pas l'épisode 4 dans lequel on verra exactement les recettes et les secrets de la communication qui vend. Parce que vous n'avez pas envie de vendre, vous avez envie d'une com qui vend pour vous. Je crois que c'est vachement plus intéressant. Personne n'a vraiment envie de vendre. Moi, j'aime pas ça. Donc, on fera ça dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Ciao.